Je suis où là? Masqué. J'arrive pas à projeter. Attendez. Non. Alors, qui veut... Attendez. C'est bon là? D'accord. Bon, je suis où? Je suis un peu perdue, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, on me demande la droite de régression de x en y, pas comme tout à l'heure. Ici, je dois écrire x égale a y plus b. Voilà, donc c'est bien cet exercice. Je dois écrire x égale a y plus b. Je fais a, c'est la covariance entre x et y sur variance de y maintenant. C'est pas comme dans l'exercice 1. Et b, c'est x bar moins a y bar. Vous retenez bien. Voilà, vous retenez bien. Alors, vous avez les formules de A, vous avez formule de B, vous remplacez, la covariance, vous l'avez 13, variance de Y, c'est 2,35 et vous trouvez 5,52. Le B, c'est X bar 49, moins le A que vous avez trouvé, 5,52, multiplié par 4,75 et je trouve 22,78. Donc, la droite de régression, c'est de X sachant Y. Voilà, X égale 5,52y plus 22,78. Donc, voilà le résultat. Mais tous ces calculs-là, vous devez les refaire. Voilà. Maintenant, la qualité de l'ajustement. Donc, je ne sais pas si votre chargée de cours, elle vous a fait ce critère. Quand on vous dit, est-ce que l'ajustement, il est de bonne qualité? Vous prenez le coefficient de corrélation que vous avez trouvé, vous l'élevez au carré et vous devez comparer à 0,75. Si c'est supérieur à 0,75, vous dites que l'ajustement, il est de bonne qualité. Si il est inférieur à 0,75, vous dites qu'il est, il est moins bon, c'est tout. Ou bien vous ne dites rien du tout. Supérieur à 0,75, oui, il est de bonne qualité. Voilà ce que vous devez faire comme phrase. Voilà. Maintenant, on vous dit de prévoir, parce que toujours le but donc de faire la droite de régression, c'est de faire des prévisions. Bon, maintenant, supposons qu'ici, que le propriétaire donc, des logements ou celui qui s'occupe des familles, il y a des logements, il se dit, tiens, il y a une famille de 8 personnes qui va venir habiter. Ils ont les rations d'eau, etc. Il se dit à peu près combien ils vont consommer d'eau. Comme ça, lui, peut-être qu'il a une bâche d'eau, c'est lui qui gère, etc. Il veut savoir, cette famille-là qui vient d'habiter, combien d'eau elle va consommer. Voilà, combien d'eau elle va consommer. Donc ici, il a fait la droite de régression. Le x égale 8. Il va remplacer parce que j'ai fait x en fonction de y. Ça veut dire x égale a y plus b. Pour y égale 8 personnes, je vais trouver x égale la consommation d'eau. Et je trouve 67 mètres cubes à peu près. Voilà. Maintenant, ici, ce travail-là, je l'ai fait avec les données brutes. Avec les données brutes. Maintenant, dans cette deuxième partie, dans la deuxième partie, on me demande, alors je vais projeter l'énoncé. Alors, on vous dit répartir le caractère x en classes de même amplitude. Alors, ici, vous remarquez, on vous a donné combien de classes? 1, 2, 3. Ça veut dire vous devez répartir en 3 classes. Ne cherchez pas le nombre de classes, on vous l'a donné, on vous a donné le tableau et on vous demande juste de le remplir. Voilà. Et après, on vous pose exactement les mêmes questions qu'on a posées dans l'exercice précédent. 11, 12, 13, 14 et 15. C'est les mêmes questions qui reviennent. À chaque exercice, on vous dira toujours, est-ce que x et y sont-ils indépendants? Calculez la covariance, calculez le coefficient de corrélation, faites la droite de régression et faites une prévision. Voilà. Tout le temps, c'est les mêmes exercices qu'on vous posera. Alors maintenant, ce tableau, il faut le compléter. Complétez ce tableau. Donc ici, répartition
en 3 classes de même amplitude. Je sais qu'on m'a donné 3 classes, donc je divise par 3 et je trouve l'amplitude, elle est égale à 10. Donc, je complète mon tableau. Hein? Donc, le tableau ici, donc j'ai inversé par rapport à ce qu'il y a sur la série d'exercices. Donc, le X, je l'ai mis en ligne et le Y, je l'ai mis en colonne. Voilà. Donc, entre 30 et 40, j'ai une observation de 2 pièces, de famille de 2 personnes, famille de 3 personnes. Entre 40 et 50, j'ai une famille de 3 personnes et j'ai 2 familles de 4 personnes. Entre 50 et 60, j'ai 3 familles de 5 personnes, 2 familles de 6 personnes et 2 familles de 7 personnes. Voilà. Donc ici, on cherche consommation d'eau en fonction donc du nombre de personnes. Alors ici, vous remarquez que le 70 ici en gras, hein, ce qui a été mis en gras, c'est vous avez le 1 multiplié par 2 multiplié par le centre de la classe. À quoi est égal ici le centre de la classe? Allez, le centre de la première classe. Allez, Imen. 35. 35 multiplié par 1 et par 2, ça donne bien 70. Voilà. Maintenant, je passe à la deuxième case. Je fais 1 par 35 par 3. Je trouve 105. Voilà, et ainsi de suite. Et comme ça, donc, je complète tout le tableau comme je l'ai fait dans l'exercice 1. Donc, voilà. Donc, le tableau, tout ce qui est en gras, c'est moi ce que j'ai noté sur le côté. Une fois que vous avez fait donc tout ça, si on vous demande de calculer la covariance, à ce moment-là, donc vous êtes obligé de sommer tout ce qui est en gras pour trouver la covariance. Alors, vous avez les NI points, vous avez les N.J, etc. Voilà, le tableau de contingence, hein, avec les… Voilà. On vous dit, X et Y sont-ils indépendants? Excusez-moi 2 secondes, hein, s'il vous plaît. Bon, alors vous avez ici la loi. Donc c'est FIJ. FIJ, c'est FIJ, ça veut dire c'est NIJ sur N égale NI point sur N fois N.J sur N. Voilà la loi. X et Y. Voilà. Maintenant, en mettant sur N, etc., donc on a simplifié par N, il va nous rester NIJ égale NI point fois N.J sur N. Voilà. Maintenant, vous prenez tout comme tout à l'heure, la première case du tableau, et vous vérifiez. Est-ce qu'elle est vérifiée? La première case du tableau, l'égalité n'est pas vérifiée. Je dis X et Y ne sont pas indépendants. En général, quand on vous pose cette question, vous devez répondre de la même façon. C'est tout. Et on vous demandera toujours qu'il n'y a pas de… ça veut dire qu'ils ne sont pas indépendants. Alors maintenant, on vous demande de calculer la covariance. Calculer la covariance entre X et Y. Hein, c'est exactement comme l'exercice précédent. Hein, voilà. Donc, je vais calculer la somme du tableau. La somme du tableau. Et je divise par N et après, j'enlève le produit XY. Voilà. La somme du tableau, voilà. Ici, X bar, j'ai calculé d'abord X bar. Alors, où je suis? Je suis perdue là. Bon, donc vous avez calculé X bar. Alors, X bar, donc vous calculez comme dans l'exercice précédent. Vous calculez Y bar aussi. Alors, X bar, tout ça a été fait comme l'exercice précédent, dans les détails. Vous avez la distribution conditionnelle de X, vous avez le centre des classes, vous avez les NI.XI qui permettent de calculer X bar, les NI points fois XI carré qui permettent de calculer donc la variance, hein, et la même chose pour Y.
Donc ici, la même chose aussi pour Y. J'ai écrit le tableau qu'on a fait dans l'exercice précédent, dans la première partie. Hein? Vous les avez besoin. Ça ne s'arrête pas à l'examen. Donc, vraiment, entraînez-vous pour être bien ordonné. Et maintenant, la covariance. La covariance, c'est la somme du tableau. Ici, c'est 29,25. Je divise par 12, moins X bar, Y bar, et je trouve la covariance égale 10,24. C'est le calcul le plus important. Tous les calculs sont importants. Il suffit de se tromper quelque part sur X bar, sur la variance de X, ou bien sur Y bar, ou sur la variance de Y, ou sur la covariance pour que tout l'exercice il part en l'air. Voilà. Ça veut dire que la modélisation, elle ne va pas être correcte. Voilà. Le calcul de coefficient de corrélation. Voilà. Donc ici, calcul variance de X, sigma X. Je calcule variance de Y et sigma Y. Voilà. La covariance, je l'ai déjà calculée. Je calcule le coefficient de corrélation et je trouve 0,88. C'est aussi fort. Je dirais qu'il y a une forte liaison linéaire entre X et Y. Voilà. Je ne sais pas, ici, on ne vous demande pas de commentaires. Voilà. Calcul du coefficient de corrélation, 0,88. C'est bon. Il existe une forte corrélation linéaire entre X et Y. Voilà. Maintenant, en élevant au carré, hein, le R2, il est supérieur à 0,75. Voilà. Vous pouvez faire la deuxième phrase ou ce n'est pas la peine. Voilà. Voilà. Ici, on vous dit à quoi elle sert la droite de régression. Bien sûr, elle sert à faire des prévisions. On vous dit l'équation de la droite de régression qui permet de prédire la consommation de l'eau d'une famille de 8 personnes. Je veux prédire la consommation d'eau. Donc, je vais exprimer la consommation d'eau en fonction des nombres de familles. Ça veut dire que je vais faire X en fonction de Y. Voilà. Donc, je fais la deuxième droite. Donc, X en fonction de Y avec les nouvelles données qui sont dans le tableau. Voilà. Donc, ici, alors, ce qu'il faut comprendre dans cet exercice, première partie, on a travaillé avec les données brutes. J'ai fait des calculs. Je reprends les mêmes questions avec le tableau de contingence et je vais comparer mes prévisions. C'est tout. Voilà. Donc là, entraînez-vous vous pour les calculs. Donc, je calcule A, je calcule B et je trouve la nouvelle droite de régression, X égale 4,36Y plus 28,45. Elle est différente de celle que j'ai trouvée première question. Alors, on vous pose la question. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? La question. Regardez. Donnez l'équation de la droite de régression qui permet de prédire la consommation d'eau d'une famille de 8 personnes, comparée avec la prédiction précédente et quelle est la meilleure prédiction d'après vous. Donc, on va comparer maintenant et on va dire quelle est la meilleure et aussi dire pourquoi, si on arrive. Hein? Voilà. Donc, l'ajustement aussi, il est de bonne qualité. Alors, je vais faire la prédiction, l'estimation. Voilà. Pour une famille de 8 personnes, elle va consommer 63,33 mètres cubes. Regardez, dans la première, on avait trouvé, je crois, 67. Ici, on a trouvé 63. Ici, on a trouvé moins qu'au début. Alors, d'après vous, quelle est la meilleure prédiction? La première ou la deuxième? Allez, dites ce qui vous vient à l'esprit si vous ne savez pas, et après, on peut voir pourquoi. La deuxième. Deuxième, c'est la meilleure. Dalia. Alors, pourquoi deuxième, c'est la meilleure? Moi, je dis que la deuxième n'est pas la meilleure. Pourquoi? Parce que les vraies données réelles, brutes, elles sont dans la première question. Deuxième, on a fait des transformations. On a mis les données dans des classes. Non, ce n'est pas qu'ils consomment moins. Nous, on ne sait pas combien ils vont consommer. Pour nous, c'est une estimation. On va dire à peu près, ils vont consommer. Ça veut dire on essaye en fait de lire l'avenir un peu. Combien ils vont consommer. Comme ça, peut-être que lui, il a l'intention de construire une bâche d'eau ou quelque chose comme ça. Il veut faire des estimations.
Mais dans la deuxième partie, on a fait des données groupées. On a mis ensemble les valeurs dans des classes. Hein? Ça veut dire que les données ne sont pas précises parce qu'elles sont dans des classes. Les données, quand vous les mettez dans des classes, vous perdez en précision. Voilà. La meilleure, donc, prédiction, elle est donnée par le premier ajustement. Pourquoi? Parce que quand vous calculez le R2, il va être supérieur. C'est tout. Voilà, vous avez le corrigé. Donc, vous calculez R2, donc le coefficient de corrélation du premier, vous l'élevez au carré, vous allez trouver qu'il est supérieur au coefficient de corrélation, donc élevé au carré de la deuxième. Et vous dites de la deuxième, la première, elle est meilleure que elle est plus juste que la deuxième. Parce que les données, la qualité de l'ajustement, elle est meilleure. Voilà. Attendez, ici, qu'est-ce qu'on vous donne? C'est tout. Voilà. Maintenant, regardez, dans le diaporama que je vous envoie, hein, il y a une autre question. Il y a un changement de variable. Hein. Je n'ai pas les questions qui concernent le changement de variable. Donc, vous vous arrêtez juste ici. C'est bon là? Est-ce qu'il y a des questions sur cette deuxième partie? Là, on a été vite parce que pour ne pas faire les calculs, normalement, vous pouvez les faire seul parce que vous avez tous les calculs dans les détails. C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions là, bien précises ou pas? Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, on s'arrête là pour pour le TD de stats et j'entame le cours d'histoire. Répondez-moi, s'il vous plaît. Maria, tu es là, là. Tu réponds pour tes camarades. Quoi, non? Il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de question, madame, il n'y a pas de question. D'accord, c'est clair. Bon, alors on s'arrête un petit moment. Regardez, il est 18h06 à 18h10. J'entame le cours d'histoire des sciences. Ça va nous prendre une demi-heure comme ça. Et après, vous serez libre. C'est bon? Maintenant, si vous avez des questions, s'il y a des parties que vous voulez que je reprenne, vous m'envoyez des mails. Vous m'envoyez un mail, on peut organiser une séance en ligne, hein, une séance en ligne où vous me posez vos questions et je vais essayer de répondre. Écoutez, s'il vous plaît, normalement, prévision, estimation, modélisation y égale ax plus b ou bien x égale ay plus b, ça ne rate pas. Voilà. Vraiment, ça ne rate pas. Hein? Maintenant, autre chose, je ne sais pas, le changement de variable, la modélisation exponentielle ou bien racine et tout, je ne sais pas. Mais en tous les cas, ce qu'on a fait, premier TD et premier exercice et deuxième exercice, ça tombe. Voilà. Tableau de contingence avec les distributions conditionnelles, avec marginales, etc. Oui, voilà. Maintenant, vous pouvez poser vos questions à la chargée de cours, plus habilité que moi, de vous répondre pour l'examen. C'est bon. Donc, on s'arrête là. Hein, donc, je laisse la connexion et je vais juste afficher le… Donc, je vous envoie les deux diaporamas, les deux fichiers, Maria, pour vos camarades. C'est bon? D'accord, Voilà. madame. Voilà. Donc, vous restez là, dans quelques minutes, on va commencer. Alors, je vais fermer cela et je vais ouvrir l'autre. Allez. Merci, madame. Il n'y a pas de quoi. Je vais afficher l'autre fichier. Il faut que je le trouve là. Alors, l'autre fichier. Donc, celui-là, je ferme. Alors, je vais aller maintenant. Mésopotamie. Ah, Grèce. Ah oui, on est en Grèce antique. Allez.
C'est bon là, allez, on commence. Alors, je reprends un peu la Grèce. Je reprends un peu ce qu'on a fait. On a fait la Mésopotamie, on a fait l'Égypte. Donc, Mésopotamie, donc on a vu qu'il y avait un certain nombre de civilisations. Donc, ce sont ces civilisations, elles ont démarré de zéro. Elles ont tout inventé. Donc, ce sont donc les premières civilisations qui ont été autonomes. Donc, elles n'avaient rien en héritage. Par contre, les Grecs, hein, quand ils sont arrivés dans le domaine scientifique, dans la science, dans l'histoire des sciences, ils avaient comme bagage un héritage. L'héritage qu'ils avaient, c'est ce que les civilisations de Mésopotamie ont fait et aussi la civilisation égyptienne. Donc, ils avaient en héritage le savoir égyptien et le savoir des civilisations de Mésopotamie. Ça veut dire qu'ils sont partis avec quelque chose, c'est-à-dire toutes les observations que les Grecs, plutôt que les civilisations donc de Mésopotamie ont fait, et eux, ils avaient. Alors, je voulais un petit peu, voilà. Donc, vous avez la civilisation, plutôt la science, elle a commencé donc avec la philosophie. Hein. C'était en moins 400, donc ça a démarré avec Thalès de Milet. Hein. Donc, ce qu'on appelle, donc tout ça, on l'a vu donc la dernière fois. Hein. Donc, les périodes, donc il y a 4 périodes, c'est-à-dire on va démarrer. La première période, parce que c'était en moins 600, hein, ça a commencé dans la ville de Milet, quand il y a eu, donc c'est le peuple, c'est la civilisation, c'est les Grecs qui ont inventé la démocratie, la liberté d'expression. Hein. On leur a dit, vous êtes tous, donc c'est-à-dire c'était les nouveaux rois, hein, les nouveaux dirigeants du pays, les nouveaux souverains, donc ils ont donné la liberté au peuple donc de parler. Voilà, donc de parler
Et le peuple, c'est-à-dire que le fait de parler, ça veut dire d'exprimer ce qu'il y a au fond d'eux. Maintenant, il y a des gens qui se sont exprimés par la parole. Hein. Par la parole, ça veut dire qu'ils ont fait de la philosophie. Il y en a qui ont fait des arts. Ça veut dire qu'ils ont raconté, donc ils ont fait on va dire des discours, donc qu'ils soient scientifiques ou philosophiques. Hein. Il y en a qui se sont exprimés avec l'art, ça veut dire en faisant du dessin. Il y en a en faisant des sculptures, etc. Ça veut dire qu'ici, une nouvelle forme de pensée qui a donné l'importance donc à la raison humaine. Donc Thalès de Milet, donc ici dans chaque partie, dans chaque période, on indique la période, on indique la ville dominante et on indique quelques personnages importants. Vous devez donc savoir, ici je mets en rouge ça veut dire que c'est les plus importants, même si les autres sont importants, ceux-là ils vous sont familiers. On vous dit qu'est-ce qu'il a fait Thalès. Là, vous savez, Thalès il a fait le théorème de Thalès. Et aussi il a montré que tout triangle donc inscrit dans un cercle est rectangle. Il a un angle droit. Hein? Maintenant, Pythagore, bien sûr, Pythagore, il a mis au point la relation qui existait entre l'hypoténuse d'un carré, l'hypoténuse d'un triangle rectangle avec les deux côtés donc de l'angle droit. Voilà. Donc chacun a fait quelque chose. La première partie, donc le scientifique important, c'est vous avez Thalès de Milet. Il a été le premier scientifique et premier philosophe. Donc il ne faut pas oublier qu'au début, philosophie et science étaient mélangées. Donc les gens commençaient à s'exprimer parce qu'ils voulaient donc expliquer le monde d'une manière rationnelle. Excusez-moi, s'il vous plaît, 2 secondes. Alors, c'est là. Je suis encore Voilà. Donc, la théorie de Thalès, alors bon, bien sûr, il n'a pas fait que son théorème. Hein. Il n'a pas fait que, il a donc parlé d'expliquer le monde d'une manière rationnelle. Donc, il disait des choses. Hein. Il disait que toute la matière est constituée principalement d'eau plus ou moins condensée. Et après, ils essayent donc de démontrer. Voilà. Mais ce que vous devez retenir, c'est en mathématiques surtout, mesure des hauteurs et distances. Ça a commencé ici, c'est lorsqu'il a été en Égypte. Hein, donc, il était ami avec un pharaon et le pharaon lui a dit, est-ce que tu pourras me calculer la hauteur des pyramides? Donc, lui, il a comparé avec l'ombre, donc son ombre à lui-même. Hein, et il a vu que chaque édifice, donc, il y avait, l'ombre, elle avait une certaine hauteur. Donc, lui, à ce moment-là, donc, en faisant des comparaisons, il a mis au point donc un triangle où il y avait les parallèles et il y a bien sûr relation entre les proportions. Voilà, relation entre les proportions et vous avez. Alors maintenant, Pythagore, donc je mets que 2. Alors, Pythagore, pour lui, tout est nombre. Tout est lié à un nombre. Ça veut dire l'être humain, il constitue un nombre. Pour nous, c'est 1. Quand il regarde la Terre complète, elle est 1. Il regarde le Soleil, c'est 1. Il regarde la Lune, c'est 1. Mais si on met tous ensemble, tout le cosmos, pour lui, c'est 1. Tout est 1. Voilà. Et ensuite, voilà, ça veut dire qu'en fait, tout est 1 pour dire que tout est nombre entier. Tout est nombre entier. Ça veut dire que ce n'est pas vraiment divisible. L'être humain, tu ne peux pas le découper. Le ciel, tu ne peux pas le découper. La terre, on ne peut pas la découper. Donc, ça forme un tout, ça forme un 1. Voilà. En plus de ça, il a aussi affirmé que la terre, elle était sphérique. Hein? Maintenant, pourquoi la terre, elle est sphérique? Parce qu'il se dit, il prenait comme exemple, parce qu'il faut quand même qu'il argumente. Hein? Il faut qu'il argumente. Hein? Il essaye de raisonner par l'absurde. Il a dit, si elle n'était pas donc, elle n'était pas sphérique, elle ne formerait pas un tout avec le ciel, avec le soleil et avec la lune. Voilà, il disait donc, l'indice, c'était que la lune, elle était sphérique et le soleil aussi. Voilà, donc ils essayent de raisonner et de convaincre les populations.
Donc, ici, la deuxième période, hein, la deuxième période, ici, regardez, la première période, elle a commencé de moins 600 jusqu'à moins 450. Hein. Elle a duré, donc, ici, donc un siècle et demi. Maintenant, à moins 450 jusqu'à moins 300, hein, jusqu'à moins 300. Donc, moins 450, on va jusqu'à moins 400. Après, de moins 400, on va jusqu'à moins 300. Ça nous fait encore un siècle et demi, la deuxième période. Vous imaginez 150 ans et les gens, hein, ils se comportent de la même façon. Hein. Maintenant, il y a eu un transfert de capital au départ. Donc, on va dire la capitale pensante, hein, le cœur donc des sciences, des discours et tout, c'était Milet. Maintenant, il y a vraiment un déplacement vers Athènes, qui est devenue la capitale de la Grèce. Voilà. Il y a eu donc un développement. Donc, alors, c'est vraiment, il y a une continuité de ce qui a été fait pendant les 150, le siècle et demi précédent. Il y a une continuité. On vous dit, il y a développement des sciences et de la philosophie et qui correspond à l'établissement de la démocratie qui se traduit par le débat public avec égalité de parole pour tous. Ça a commencé en moins 600 et ça continue. Et chacun s'oblige à convaincre ses concitoyens par un discours argumenté et cohérent, et ce, dans tous les domaines. Ça veut dire que c'est une continuité. Hein, une continuité de ce qui a été entrepris à Milet, hein, maintenant qui se fait à Athènes, parce que Athènes, c'est la capitale. Donc, les gens prennent la parole dans les arènes, dans les théâtres. Ils prennent la parole, ils essayent dans tous les domaines, ils essayent de convaincre leurs concitoyens. À partir du moment où ils n'arrivent plus à convaincre, ils se retirent et c'est quelqu'un qui on va dire, qui casse son discours ou bien qui argumente mieux que lui qui prend la parole. Voilà, maintenant les personnages importants donc de cette deuxième période, il y a plein. Alors, il y a Platon, il y a Aristote, il y a Euclide, il y a aussi Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, on en a beaucoup parlé en Égypte, parce que quand il est arrivé, donc Alexandre, c'est-à-dire la Grèce, en fait, après, elle s'est déplacée, hein, la science grecque, toute l'élaboration s'est déplacée avec Alexandre le Grand pour aller en Égypte. Et c'était une nouvelle ère, c'est l'ouverture donc de la Grèce, de la civilisation grecque vers donc le Moyen-Orient. Vous avez donc ici, donc les personnages importants sont Périclès, qui est le gouverneur de la ville d'Athènes. Il y a Socrate, donc tout le monde entend parler de Socrate. Il y a Platon, Aristote, il y a Euclide et Alexandre le Grand. Mais les plus importants restent donc Aristote et Platon. Il y a aussi Euclide. Euclide, c'est un mathématicien, il a fait les éléments d'Euclide. Alexandre le Grand, c'est lui qui est parti à la conquête de l'Égypte. Voilà. Mais alors, Alexandre le Grand, il a pris des scientifiques avec lui. Lui, c'est le chef de l'armée. Il était jeune, à 21 ans, il a pris le départ donc pour l'Égypte. Hein, il a pris beaucoup de scientifiques avec lui. Alors, on vous dit, donc Platon, donc, il était important parce qu'il a ouvert une école, hein, une académie, et on vous dit, et sur lui n'entre ici que celui qui est géomètre. Parce qu'avant, les gens, dans les matières, ils faisaient de l'arithmétique et ils faisaient de la géométrie. Pourquoi la géométrie? Parce que c'était lié à l'agriculture, aux surfaces agricoles. Donc, pour eux, les mathématiques étaient liées essentiellement autour de la géométrie. Donc, pour lui, il ne rentre dans son école que celui qui est géomètre, celui qui fait des maths, parce que pour lui, ce sont les mathématiques qui forment la raison. C'est pour ça, regardez, dans tous les domaines, il y a toujours des mathématiques. Donc, les mathématiques, donc, c'est depuis de A jusqu'à Z, dans tous les domaines donc, que vous allez, sur lesquels vous allez œuvrer, il y a des mathématiques. Voilà. Et pour lui, nul n'entre ici s'il est géomètre. Voilà. Voilà. Aristote. Alors, Aristote, il fonde la physique. Donc, celui qui est le fondateur de la physique. Pour lui, l'univers, elle est constituée donc de 4 éléments, c'est-à-dire la matière de 4 éléments. Il y a l'eau, la terre, l'air et le feu, etc. Voilà. Donc là, on passe dessus, on n'insiste pas trop. Maintenant, pour démontrer,
pour démontrer, il met au point la démonstration basée sur une suite logique, des déductions logiques. C'est-à-dire que c'est lui, donc en fait, qui a mis au point la méthode basée sur la déduction. C'est bien Aristote. Aristote, il a mis au point la méthode basée sur la déduction. Déduction, c'est-à-dire tu déduis. Alors, il affirme que la Terre est ronde et son centre est situé et elle est le centre du monde. C'est ce qu'on appelle le système géocentrique. Ça veut dire que la Terre, elle est là et tout tourne autour de la Terre. Ça veut dire ce qu'on appelle le système géocentrique. Et il a commencé ici vraiment à parler, à essayer d'argumenter, à montrer, à démontrer que la Terre, elle est au centre de l'univers. Après aussi, donc le fait, on vous dit il a fait de la zoologie parce qu'il a le fondateur de la zoologie, parce qu'il a établi une classification des êtres vivants sur Terre, des êtres humains, les animaux, les oiseaux, etc., les reptiles, etc. Voilà. Et en partant du principe que tous les êtres vivants ont une âme, mais une âme de nature différente, et il établit donc une échelle de la nature. Voilà. Maintenant, il y a Euclide, Héraclide Dupont. Alors, Héraclide Dupont, voilà, pour lui aussi, donc il a suivi Aristote. Pour lui, le système, il est géocentrique. Ça veut dire que la Terre, elle est au centre du monde. Voilà. Donc, mais le premier qui a dit que la Terre, elle est au centre du monde, qui a affirmé, c'est bien Aristote. Après Aristote, il y a Héraclide Dupont. La Terre, elle est au centre du monde et tous les astres tournent autour du Soleil et autour de la Terre. Tournent autour du Soleil et la Terre tourne autour de elle-même, autour de son axe. Ça veut dire qu'ici, celui-là, il a rajouté un peu plus. Il dit que la Terre, elle est au centre du monde, mais elle tourne autour d'elle-même. Alors, la troisième période, elle commence de moins 300, donc avec Alexandre le Grand, elle se termine en moins 30. Moins 30, on a expliqué quand on a parlé de l'Égypte que c'était donc c'est quand les Romains sont venus conquérir l'Égypte. Voilà. Conquérir l'Égypte. Donc cette période-là, elle est dominée par la ville d'Athènes. Ça veut dire ici, donc le centre on va dire le cœur des sciences, il s'est déplacé donc vers l'Alexandrie, ça veut dire le cerveau, il s'est déplacé, il y a vraiment un transfert ici, donc vers la ville d'Alexandrie. Alors, ça a démarré à la ville de Milet, après c'est parti à la ville d'Athènes, de la ville d'Athènes, il y a un transfert vers Alexandrie. Voilà. Maintenant, Alexandrie, donc cette période-là, avec Alexandre le Grand, et bien sûr, sous la direction donc des Ptolémées, vous avez vraiment des progrès très significatifs. Très significatifs. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites sur le plan mathématique, sur le plan anatomie humaine, et il y a eu des approfondissements théoriques. Alors, anatomie humaine, parce que les Grecs donc, ont bénéficié de l'héritage qu'ils ont fait donc de l'Égypte. En anatomie, parce que les Égyptiens, ils étaient forts en anatomie, ils avaient beaucoup de planches donc sur le corps humain. Et donc là, les Grecs, ils ont perfectionné donc les planches donc d'anatomie. Et aussi, ils ont fait ils ont profité donc de ce qu'ont fait les Égyptiens et les Mésopotamiens en astronomie. En astronomie, parce que ils ont laissé, surtout les Mésopotamiens, les Babyloniens, parce que c'était les 2 derniers millénaires avant notre ère, donc c'était donc la période où Babylone, elle était la capitale donc de l'Empire. Oui, il y a beaucoup donc d'observations qui ont été faites et consignées dans des milliers de tablettes, et que les Grecs donc ont bénéficié, ont eu à leur portée donc ces observations et ils ont travaillé dessus. Donc il y a Archimède, les personnages Érastotène, Samos.
Voilà, on va voir Archimède, qu'est-ce qu'il a fait. Archimède, il a fait donc ce que vous connaissez, Eureka. Donc, il a dit tout corps donc plongé, donc subit une poussée donc de bas vers le haut. Et aussi Érastotène, ça a été le premier qui a donné une estimation de la circonférence donc terrestre. C'est lui qui a donc mesuré la circonférence de la Terre. Bien sûr, il y en a qui ont établi que la Terre elle était sphérique. Lui, il a établi le fait qu'elle soit, il a calculé la circonférence et aussi il a travaillé sur les nombres. Il a travaillé sur les nombres premiers. Il a donné une méthode qui permettait donc de déterminer les nombres premiers. Maintenant, Samos, propose un autre système. C'est ce qu'on appelle le système héliocentrique. Ça veut dire que le système géocentrique, c'est tout tourne autour de la Terre. Le système héliocentrique, tout tourne autour du Soleil. Donc, le Soleil est le centre du monde et tout tourne autour du Soleil. Alors, on vous dit que les Grecs sont devenus les maîtres de l'Orient grâce à Alexandre le Grand. C'est lui, Alexandre le Grand, donc, qui a transporté avec lui donc la civilisation grecque pour le Moyen-Orient. Donc, la civilisation grecque, elle a rayonné sur le Moyen-Orient. Sur le Moyen-Orient. Alors, le Proche-Orient, c'est la Mésopotamie. Le Moyen-Orient, donc, c'est Syrie, donc de l'Égypte et Moyen-Orient, de l'Égypte, et on va vers l'Extrême-Orient. Alors maintenant, quatrième période, c'est vraiment le déclin, c'est l'époque romaine. Donc, on a dit qu'il y a eu que les Romains, donc ils ont conquis l'Égypte, et l'Égypte était devenue une province donc de Rome. Hein? Donc, il n'y a plus de pharaons, il n'y a plus rien. Il y a le déclin, même la langue, donc elle est partie. Il y a juste ce qui a sévi, c'était le copte. Le copte, c'était un mélange donc c'était l'alphabet grec qui était donc enrichi donc de 6 lettres, donc 6 lettres. Alors 6 lettres de quel 6 lettres enrichies donc de 6 signes. Alors ces signes-là, c'était des sons qui existaient dans le parler égyptien et qu'ils n'arrivaient pas donc à retrouver avec l'alphabet grec. L'alphabet grec. Alors, vous avez Alexandrie resta pour longtemps la principale centre intellectuelle, mais il y a eu un petit déclin. Donc ici, donc, il n'y avait plus une activité mathématique très poussée. Hein. Vous avez l'art et la science, elle a commencé donc à dégraisser. C'est-à-dire il n'y a plus de projection. Voilà. Maintenant, on a fait donc les quatre périodes. Après les 4 périodes, on va retrouver pratiquement les personnages importants. Alors, les personnages importants, c'est en astronomie, vous avez Ptolémée d'Alexandrie, parce qu'il a écrit un livre, hein, et ce livre-là, donc, il a été traduit donc, par les Arabes. Donc, il a été traduit par les Arabes et exporté donc vers l'Europe et transmis donc aux scientifiques donc, de l'Europe. Et l'ouvrage, il s'appelle le Mageste. Voilà. Maintenant, lui, regardez, lui, il a vécu donc après notre ère. Hein. Par contre, il a pris donc les travaux d'Hipparque de Nicée qui a vécu à la fin à la fin de notre ère, à la fin donc ici avant notre ère, il a vécu donc le deuxième centenaire avant le début de notre ère. Lui, c'est Hipparque de Nicée, il a fait les tables astronomiques. Maintenant, Ptolémée, lui aussi, hein, il prône donc le système géocentrique. Ça veut dire que c'est la Terre qui est au centre du monde et tout tourne autour de la Terre. Voilà. Maintenant, ce système géocentrique de Ptolémée, il a été utilisé pendant 1300 ans.
Et ce n'est que lorsqu'il y a eu Copernic, donc tout le monde entend parler Copernic, que ce système-là, donc, il a été donc mis de côté. Parce que Copernic, quand il est arrivé, donc lui, il a fait des calculs, il a trouvé que Ptolémée, donc Claude Ptolémée avait fait des erreurs. Donc lui, il lui a corrigé donc les erreurs, mais Copernic, quand même, il a vraiment eu du mal parce qu'il est passé donc, il a été condamné donc par la justice, hein, condamné parce que pour eux, il blasphémait, il disait des choses qui étaient fausses. Alors maintenant, quelles sont les sciences de la Grèce antique? Donc, on a parlé des scientifiques, mais on n'a pas parlé des sciences. Les sciences, il y a les mathématiques surtout, hein, il y a la physique et la mécanique, hein, alors il y a l'astronomie, hein, après l'astronomie, il y a les mathématiques. Donc, vous devez connaître, donc pour chacun des domaines, hein, il y a d'autres domaines, mais on a essayé d'être vraiment très bref. Pour chaque domaine, vous devez un peu connaître. Alors, pour l'astronomie, pour l'astronomie, il y a Hipparque de Nicée. Regardez quand est-ce qu'il a vécu, avant notre ère. Il a fait les tables astronomiques. Après lui, il y a eu Claude Ptolémée qui a repris son travail et il a perfectionné. Voilà. Après, il y a eu Ptolémée, donc d'Alexandrie, il a fait l'Almageste. Là, j'ai repris encore. Voilà. Il y a eu Ératosthène. Il a calculé le volume de la Terre. Hein, le volume et son diamètre, donc son diamètre et la circonférence. Donc, vous avez Anaxagore. Voilà, il a fait. Et Aristarque de Samos démontre que la Terre est sphérique et tourne autour du Soleil. Voilà. Donc, chacun, en fait, il apporte un peu plus à l'autre. Mais retenez ce qu'il y a de plus essentiel. Sinon, quand vous faites vos révisions, essayez donc vraiment de localiser les... Alors, localiser ceux qui ont parlé du système géocentrique, localiser ceux qui ont parlé du système héliocentrique, hein, pour ne pas confondre les deux. Géocentrique, c'est la Terre qui est au centre du monde. Héliocentrique, c'est le Soleil qui est au centre du monde. Voilà. Et c'est donc le système de Ptolémée, il a été donc utilisé pendant 1300 ans. Donc, regardez, millénaire et 300 ans et 3 siècles. Ce n'est que lorsqu'il y a eu Copernic que donc il a été refuté. Alors, en mathématiques, alors, ils ont fait beaucoup de choses. Alors, mathématiques, il y a eu théorème de Pythagore, il y a eu théorème donc de Thalès, et il y a aussi Euclide qui a écrit les éléments d'Euclide. Les éléments d'Euclide, donc, ça se rapporte. Les éléments d'Euclide, donc, ça se rapporte à la géométrie, au point, donc, au segment, donc, à la droite. Au point, au segment et à la droite. Alors, les mathématiques, le fondateur des mathématiques, c'est bien Thalès de Milet. Alors, maintenant, on se posait la question, comment Thalès de Milet est parti en Égypte? On savait que les Grecs voyageaient, mais comment est-il parti? En fait, pourquoi? Parce que donc, il est parti étudier. Il est parti étudier en Égypte, hein, et en Égypte, on étudie chez les prêtres. Donc, et aussi, il est parti à Memphis. Memphis, c'était la capitale, hein, de l'Égypte. Quand il y a eu l'union des deux Égyptes, la haute et la basse Égypte, il y a eu capitale, donc Memphis, qui a été édifiée par le roi Ménès, et c'était la capitale de l'Égypte. Donc, les Grecs, donc quelqu'un pour étudier, il va vers la capitale. Voilà. Ici, donc, regardez, donc au VIe siècle déjà, quand Thalès commençait à parler, donc à Milet, il partait déjà en Égypte. Alors Pythagore, regardez, il est né, donc il est aussi au moins 600, donc dans le VIe siècle avant notre ère. Donc il fait partie de la même génération donc que Thalès. Donc lui, hein, il est parti en Égypte, mais en qualité d'ambassadeur. Donc, la Grèce a envoyé Pythagore, ambassadeur, donc en Égypte.
et c'est lié donc d'amitié donc avec les dirigeants. C'était à l'époque les pharaons. Et cependant, il y a eu des émeutes, etc. Voilà, ils ont mis les révoltes des prêtres, etc. Donc lui, il s'est vu donc emprisonné avec des prêtres. Et après la prison, où est-ce qu'ils les ont emmenés? Ils les ont emmenés donc en Mésopotamie. Donc il a fait la prison en Mésopotamie. Et c'est pour ça, en fait, qu'il a eu droit au savoir des civilisations de Mésopotamie. Il a eu accès au savoir mésopotamien. Voilà. Il a vécu quand même 12 ans à Babylone. Donc, il s'est beaucoup imprégné des travaux, donc des observations qui étaient consignées dans des tablettes, donc des Babyloniens. Voilà. Il est revenu quand même après 12 ans, il est revenu dans son pays et il a fondé une école qui s'appelle École de Samès. Voilà. Donc ici, on lui attribue la découverte du théorème du carré de l'hypoténuse. Il l'a découvert parce qu'il a fait le lien entre les triplés qui existaient sur les tablettes donc des Mésopotamiens et pour dire que ces nombres-là, c'était des carrés et il y avait une relation entre eux. Et cette relation qui existait entre eux, elle allait directement, elle est dans un triangle, elle était en harmonie en relation avec un triangle rectangle. Parce que Pythagore, il liait les nombres à la géométrie. Et donc, c'est comme ça qu'il a fini, il a trouvé que les trois nombres qu'ils avaient trouvés, qui étaient des carrés, allaient directement donc dans un triangle rectangle. Alors, Euclide, les éléments qui sont la base de la géométrie de l'enseignement. Donc, pendant 2000 ans, on enseignait donc dans les écoles, à l'université, des éléments d'Euclide. Alors, comment on appelle ça? Les propriétés du point, les propriétés de la droite, les propriétés du plan et les propriétés donc de l'espace. L'espace, ça veut dire le 3D. Voilà. Alors que les Égyptiens faisaient déjà de la 3D quand ils ont construit des pyramides, calcul de volume, etc. Donc, par rapport aux Mésopotamiens, donc les Égyptiens, en plus, avaient la 3D. Alors, maintenant, il y a donc ici en mathématiques, donc une première femme mathématicienne, elle s'appelle Hypatie, donc elle a vécu entre 370 et 415 de notre ère. Donc ici, c'était pratiquement, elle a vécu dans la période de déclin. Elle était professeure donc de mathématiques et aussi d'astronomie. Voilà. Donc elle était philosophe et astronome d'Alexandrie. Mais elle a été assassinée par les Romains. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas croyante. Elle n'était pas croyante. Hein? Ils disaient donc aussi au savoir païen. Les païens, donc, ce sont ceux qui adorent plusieurs dieux avec des représentations. Donc, ils font représentation de leurs dieux et ils les adorent. Hein? Adorer Dieu, ça veut dire prier Dieu, etc. Voilà. Donc, les Romains, donc, ils prenaient l'Église. Pour eux, donc, c'est l'Église, c'est Jésus qui était tout. Donc, tous ceux qui ne croyaient pas en Jésus, hein, ils étaient assassinés. Donc, elle a été assassinée en 415. Alors, les Grecs, maintenant, d'une manière générale, mis à part donc chacun ce qu'il a fait, donc les Grecs, le premier apport, l'apport le plus important, ils ont nommé les objets mathématiques. Une figure à 3 côtés, ils ont dit ça c'est un triangle. Une figure à 4 côtés, ils ont dit ça c'est un quadrilatère. Une figure, il y a donc quelque chose, un angle droit, il dit ça c'est un angle droit. La constante avec laquelle il travaille, il calcule la surface d'un cercle ou bien la circonférence d'un cercle, cette constante-là, que les Égyptiens et les Mésopotamiens ont trouvé à 3, quelque chose, ils ont dit, eux, elle s'appelle pi. Les nombres décimaux, ce sont eux aussi qui les ont inventés. Donc, ils ont mis la virgule. Hein. Par contre, les Égyptiens et les Mésopotamiens, ils travaillent avec des nombres fractionnaires. Hein, avec des fractions. Les Grecs, ils sont venus, ces nombres fractionnaires, les fractions, ils ont mis des nombres décimaux. Donc, ils ont remplacé une fraction par un nombre décimal. Donc là, ils sont vraiment, à l'origine, ils ont
nommer les objets mathématiques. Voilà. Alors maintenant, en médecine, hein, ils ont marqué aussi la médecine, hein, par donc des lois, par des règles. Il y a Hippocrate qui est son célèbre serment. Donc c'est quand Hippocrate donc il était déjà médecin, il a mis au point donc les règles de l'exercice de la profession de médecin. Il y a le serment. Le serment, ça veut dire qu'il doit prêter, il doit faire le serment comme quoi il va bien soigner ce patient. Voilà. Et il a dit, parce que en Mésopotamie, en Égypte et en Grèce, avant donc de soigner le malade, ils font une prière à Dieu, hein, de les aider pour de soulager le patient donc du mal qu'il a. Pourquoi? Parce que au départ, on dit peut-être que ce sont les dieux qui ont frappé cette personne-là. Hein, c'est pour ça qu'il est malade. Alors, ils font des prières à Dieu pour qu'il soulève le mal. Hein, il soulève le mal. Mais Hippocrate, lui, qu'est-ce qu'il leur a dit? Hippocrate, c'est bien de faire la prière à Dieu, mais la main de l'homme, elle joue un rôle. Parce que l'homme, quand même, c'est lui qui guérit. Bien sûr, on fait, on va dire, appel au Dieu, donc on fait une prière pour être soulagé, mais la guérison, c'est l'homme donc qui l'apporte, bien sûr, en prescrivant des médicaments. Voilà. Et c'est pour ça qu'il a... Voilà. Et c'est donc la fin donc de la Grèce. Donc là, hein, donc on a mis à peu près une demi-heure. Donc, je n'ai pas fait tout dans les détails. Vraiment. Donc, on a survolé donc, pour la Grèce en 2 cours. Donc, la Grèce, hein, ce n'est pas une civilisation vraiment autonome. C'est une civilisation qui a profité donc d'un héritage, de l'héritage mésopotamien et de l'héritage égyptien. Voilà, elle a profité donc de ce savoir et pour donc confirmer donc on va dire les discours scientifiques qu'il faisait. Ce qu'il y a, les Grecs, ils ont inventé la démocratie, ils ont inventé le raisonnement par déduction logique, ils ont inventé le raisonnement par l'absurde. Hein. Ils ont aussi trouvé les nombres irrationnels. Hein. Racine de 2, donc c'était eux qui l'ont découvert. Hein. C'était quand ils faisaient la Pythagore, justement, qui l'a découvert, c'est quand il faisait le lien entre le carré de l'hypoténuse égal à la somme des carrés des 2 côtés de l'angle droit. C'était lorsqu'il avait un triangle rectangle, hein, qui avait donc pour côté, donc un côté de longueur 1. Les 2 côtés étaient de longueur 1, triangle rectangle, il fallait calculer la diagonale. Parce que pour Pythagore, tout était un nombre entier. Tout était entier. Tout est nombre entier. Il a été confronté, hein, à son erreur, donc pour lui, donc c'est racine de 2, qui est donc la longueur donc de l'hypoténuse d'un triangle, donc 2 côtés égale 1, triangle rectangle, donc 2 côtés, dont les 2 côtés sont égaux à 1, il a été confronté à autre chose. Il se dit, en fait, il n'y a pas que les nombres entiers, il y a les nombres irrationnels. Voilà, donc découverte des nombres irrationnels. Voilà. Donc, ils ont nommé les objets mathématiques par leur nom, donc la constante pi, les triangles et des figures géométriques, ils ont donné donc les noms. Hein. Cependant, ils avaient, eux, un alphabet. Donc, leur alphabet, ils l'ont exporté donc vers l'Égypte. Mais par contre, cet alphabet-là, qu'on appelle alphabet grec, il n'est pas d'origine grecque. C'est un alphabet qui a été importé de Phénicie. Parce que les Grecs faisaient beaucoup donc de commerce, donc il y avait beaucoup donc d'échanges avec la Méditerranée. Ils partaient jusqu'en Phénicie. En Phénicie, c'est la Palestine. Donc ils avaient beaucoup d'échanges donc commerciaux. Les Phéniciens, donc ils avaient un alphabet. Ils l'ont proposé donc aux Grecs, hein, pour faciliter les échanges qu'ils avaient, donc les échanges commerciaux qu'ils avaient. Donc ils l'ont pris et ils l'ont adopté donc adapté à leur langue. Et après, quand ils sont partis en Égypte, ils l'ont pris
avec eux. Donc voilà. Alors, donc ainsi s'achève le cours d'histoire donc des sciences. Alors, l'examen. Vous voulez que je parle un peu de l'examen ou pas? Allez. Oui, d'accord, Dalia. Alors, l'examen. Donc, ça va être un sujet d'1 heure. Donc, une partie QCM et une partie, vous avez des questions auxquelles vous devez répondre par une réponse très simple. Si je vous dis, donc, où se trouve l'Égypte, vous avez le choix de répondre. L'Égypte se trouve au nord-ouest de l'Afrique, nord-ouest de l'Afrique ou bien nord-ouest de l'Afrique. Donc, vous faites votre phrase ou bien vous répondez direct. Voilà, voilà. Si vous dites par quel fleuve est-elle traversée, vous avez le choix de dire l'Égypte est traversée par le Nil ou bien vous dites le Nil. Tout simplement, vous écrivez le Nil parce qu'il faut gagner de la place. Hein. Je ne veux pas que vous m'envoyiez plusieurs feuilles. Donc, réponse. Voilà, il faut que le nombre de feuilles que vous envoyez doit être très, très restreint. Et vous écrivez d'une écriture qui doit être lisible. Voilà. Madame, ce ne sera pas sur forme, ça sera sur papier. Comme vous voulez. Alors, non, ce n'est pas comme vous voulez. Maintenant, les gens qui ont le Word, j'aimerais bien, ils répondent. Maintenant, ceux qui ne peuvent pas, qui écrivent et ils prennent en photo, ils envoient, il n'y a pas de problème. Je suis ouverte, donc je facilite la chose aux étudiants. Ils écrivent à la main, papier libre après une photo, mais ce qu'il y a, il faut nom, prénom, section et matricule. S'il n'y a pas la section, je ne corrige pas. Je ne vais pas chercher. Et s'il te plaît, Maria, tu m'envoies si tu as la liste donc de la section parce que je n'ai pas pu avoir les listes. Tu m'envoies la liste de ta section si vous voulez, tu l'as. Voilà, parce que je n'ai pas la liste d'étudiants. Voilà. Donc, vous avez nom, prénom, section et matricule obligatoire. Je ne cherche pas le groupe. Donc, pour ça, vous l'envoyez. Et voilà. Alors, une fois que… Alors, comment ça va se passer? Parce qu'on est limité par donc l'accès, donc, comment on appelle ça, quand je fais Google Meet. Alors, ce que je vais faire, donc, 5 minutes avant le début de l'épreuve, j'envoie le sujet au délégué. Vous le mettez à la disposition de vos camarades. Ensuite, je réceptionne donc les résultats 10 minutes après la clôture, maximum 10 minutes. Donc, une fois que vous avez la clôture, vous envoyez vos sujets, vous envoyez les réponses. Au-delà de 10 minutes, je n'accepte plus rien. Vous envoyez. Moi, ça dépend à quelle heure je vais le recevoir. Il n'y a pas de souci. L'essentiel, c'est l'heure d'envoi. Il faut que ce soit dans les 10 minutes qui suivent la clôture de l'examen. Est-ce que c'est clair? D'accord. Voilà. Donc, vous expliquez un petit peu à vos camarades et je n'accepte pas les réponses. Alors, le fichier que vous envoyez avec un pseudo. Hein, le fichier que vous envoyez, il doit avoir l'email, votre nom, prénom. Hein, mettez l'essentiel, c'est qu'il y a, je vois votre nom et je vois votre prénom dans le mail. Les pseudos, je n'ouvre même pas le fichier qui est envoyé avec un email où il y a pseudo. C'est clair. Voilà. Et c'est pour quand? Alors, pour quand? Donc, je vais fixer à une fois que vous aurez fini les examens en présentiel. Je fixe la séance. Je fixe la date et je vous informe. C'est bon, ça vous convient. Je ne vais pas faire avant. Je laisse après présentiel. C'est bon? D'accord. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions? Alors, essayez aussi de ne pas faire de faute d'orthographe. Hein? C'est convenable? Oui, d'accord. OK. Donc, on peut s'arrêter là maintenant? Donc, je vous envoie. Alors, donc, les 2 documents donc de stats et je vous envoie la Grèce. Là, maintenant, tout de suite. C'est correct. Allez. Donc, je vais arrêter le partage. Hein? C'est bon. J'arrête la présentation et je vous souhaite bon courage. C'est lundi que vous commencez les examens. Et donc, peut-être, peut-être qu'on se verra jeudi. Donc, jeudi, l'examen de stats. Voilà.
Jeudi, examen de stats. Allez, bon courage. Donc, j'arrête la présentation.